Les dialogues font partie des éléments qui, s'ils sont loupés, gâchent totalement la lecture et peuvent faire décrocher votre lecteur. Dans cet épisode, je vous ai concocté 9 astuces pour vous permettre d'écrire des dialogues plus profonds, plus captivants et plus intéressants. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. Vous l'avez compris, on va parler des dialogues dans cet épisode, mais avant ça, je voulais vous rappeler que les formations sont à moins 50% du 8 au 23 mai. Si vous souhaitez vous former avec des outils concrets et à petit prix, cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode ou rendez-vous directement sur le site rêvedauteur.fr. Quand on parle des dialogues, on répète souvent les mêmes conseils. Et attention, ce sont des bons conseils, là n'est pas la question. Mais comme j'ai déjà proposé du contenu à ce sujet, j'ai déjà proposé des vidéos YouTube, j'ai déjà proposé des épisodes de podcast, j'ai voulu imaginer un épisode de podcast un petit peu différent, au sens où j'ai cherché des idées complémentaires, des éléments qui vont vous permettre de faire passer vos dialogues au niveau supérieur, d'écrire de meilleurs dialogues. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que dans un dialogue, les personnages entrent en scène, ils prennent la parole. Imaginez toujours une pièce de théâtre avec des comédiens qui sont mis en avant. C'est pas une voix qui décrit l'univers, les lieux, les actions. Ce sont des personnes qui sont sur le devant de la scène. Et c'est vraiment très important parce que les dialogues sont des vecteurs de nombreuses informations. Grâce à ces moments clés, on apprend à connaître les personnages, à les connaître vraiment. On est le témoin de leurs interactions, de leurs réactions, de leur façon de parler ou de se comporter avec les autres. Et c'est très révélateur de qui ils sont. Les dialogues sont indispensables pour créer l'attachement et donner envie au lecteur de continuer sa lecture. Embarqué dans l'histoire, il va avoir la sensation de connaître les personnages. Il va vouloir savoir s'ils vont atteindre leur objectif, s'ils vont réussir, pourquoi ils le font, et qu'est-ce qu'ils ont à y perdre ou à y gagner. Maintenant que j'ai fait ce petit rappel, passons aux 9 éléments intéressants. Premier élément, alors c'est un conseil plus classique, mais c'est tellement essentiel que je devais quand même vous en parler, c'est la caractérisation par la parole. La caractérisation, c'est un élément clé dans l'écriture d'un roman. Et d'ailleurs, je vous ai prévu une leçon absolument canon dans la formation Préparer un roman, donc ça fera partie de la mise à jour de cette formation. Mais la caractérisation par la parole, c'est d'un niveau encore plus complexe. Le but, c'est de faire en sorte que les dialogues soient caractérisés, et ce qu'on entend par là, c'est qu'il faut qu'ils aient du cachet, grâce à la caractérisation des personnages. Donc vous l'avez compris, pour écrire un dialogue caractérisé, on doit d'abord créer des personnages caractérisés et complexes. L'un ne va pas sans l'autre. Vous risquez de passer à côté de votre dialogue si vous faites l'impasse sur cette étape. Je devrais même dire vous allez passer à côté de votre histoire. La caractérisation, ça englobe la personnalité, les réactions, le physique, les relations, l'attitude, les gestes, mais ça passe aussi par le vocabulaire employé, les expressions ou les mots récurrents, le niveau de langue. L'idée, c'est de pouvoir reconnaître les personnages sans aucune autre indication. C'est-à-dire qu'en principe, sans incise et sans autre précision, on devrait pouvoir dire qui est en train de parler. C'est un exercice extrêmement complexe lorsqu'il n'y a pas de véritable différence entre les personnages. S'il n'y a pas une personnalité marquante qui sort du lot, avec pourquoi pas un vocabulaire plus spécifique, qui pourrait être dû à son éducation, ses études, sa classe sociale, son âge, etc. Il faut donc essayer de trouver des éléments précis pour caractériser le personnage malgré sa ressemblance avec d'autres personnages. Ça peut être une façon de parler, le fait de ne pas dire de gros mots ou au contraire d'en dire souvent, parler beaucoup ou parler peu, faire de longues phrases, faire des monologues, au contraire être très bref ou silencieux. En clair, il faut réussir à caractériser le personnage à travers la parole. Et on arrive à caractériser le personnage à travers la parole si on a fait le travail de caractérisation du personnage en amont. Deuxième élément, ce sont les silences. Contrairement à ce qu'on pense, un dialogue, c'est ce qu'on dit, mais c'est aussi ce qu'on ne dit pas. Et dans ce qu'on ne dit pas, il y a évidemment les silences. Les silences sont indispensables dans une conversation. Les pauses ou encore les absences de réponse peuvent montrer beaucoup de choses. Une hésitation, un doute, de la culpabilité, de la douleur. Les silences vont amener de l'émotion. Ils vont intensifier le suspense. Ils vont intensifier la tension. Et ils évitent surtout d'écrire des dialogues qui sont un peu trop linéaires et un peu trop monotones. En fait, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les silences. C'est vrai que quand on écrit un dialogue, on a tendance à se dire un dialogue, ce sont des répliques, ce sont des personnes qui parlent. Mais ce n'est qu'une partie du dialogue. Il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte, dont les silences. Alors comment on les utilise, ces silences ? Ils peuvent servir à identifier des moments clés.
c'est-à-dire des moments où l'utilisation du silence va ajouter un impact émotionnel. Par exemple, juste avant une révélation importante, une confrontation tendue ou un moment de tension extrême. Si on introduit un silence, ça va créer une pause qui amplifie l'anticipation du lecteur et le suspense de la scène, un petit peu comme s'il retenait son souffle avant d'avoir l'information. On peut aussi utiliser les silences pour souligner l'émotion, c'est-à-dire qu'on va mettre en évidence, on met en avant les émotions d'un personnage, ça va forcément renforcer leur impact. Par exemple, le silence, ça peut symboliser un choc, une surprise ou encore une douleur. Les silences peuvent aussi être utilisés pour révéler des secrets ou des vérités cachées. Par exemple, un personnage qui évite de répondre à une question directe, ou encore un silence prolongé qui peut indiquer que le personnage cache quelque chose d'important. Si le lecteur n'a pas la réponse, il va forcément émettre des hypothèses ou spéculer sur la vérité. Dernier élément sur les silences, insérer des pauses, ça aide à rythmer les dialogues, à créer un rythme plus fluide. Dans la vraie vie, quand on discute, on ne parle pas en continu, sans jamais se taire ou faire des pauses. Il peut y avoir des moments de silence qui sont confortables ou non. Dans le même ordre d'idées, le troisième élément, ce sont les non-dits. Un non-dit, comme son nom l'indique, c'est le fait de ne pas dire quelque chose. C'est au-delà du silence puisqu'ici on retient une information, consciemment ou non. On peut les utiliser pour révéler des conflits internes, par exemple, un personnage qui peut vouloir dire quelque chose de crucial, mais il hésite à le dire par peur des conséquences ou par manque de confiance en lui-même. Ce type de scène, ça permet de rendre le personnage plus complexe, plus humain, plus vrai, plus authentique. Ça aide forcément à créer de l'empathie. On peut aussi créer des dialogues asymétriques. C'est-à-dire qu'on construit un dialogue où un personnage sait quelque chose que l'autre personnage ne sait pas. Ça crée automatiquement une tension dramatique. Par exemple, tout simplement un personnage qui cache un secret. Enfin, on peut aussi exploiter les non-dits positifs, parce que le non-dit n'est pas forcément négatif. Un non-dit, ça peut illustrer la connexion, le lien entre deux personnages, notamment dans les relations amoureuses, amicales ou familiales. Par exemple, un regard échangé entre deux personnages, un sourire discret, ou encore un geste qui va remplacer les mots. Dernier élément qui pourrait entrer dans la même catégorie que les silences et les non-dits, ce sont les sous-entendus. Dans le sous-entendu, il y a encore une intention différente, puisque on se réfère à ce qui est implicitement suggéré ou compris. C'est-à-dire qu'on communique, mais sans le dire ouvertement. En fait, c'est le destinataire, l'autre personnage, qui doit en déduire l'information. On ne lui dit pas directement. Ils peuvent servir à créer des tensions. Si on intègre des sous-entendus, on va suggérer des tensions non résolues, ou pourquoi pas des secrets entre les personnages. Et ces sous-entendus vont forcément éveiller la curiosité du lecteur. Ça va alimenter le mystère, il va vouloir en savoir plus. On peut aussi utiliser les sous-entendus pour exprimer des sentiments refoulés. Par exemple, un personnage peut faire une allusion par rapport à ses sentiments, avec des répliques un petit peu ambiguës, plutôt que de les exprimer directement. Cinquième outil, ce sont les dialogues contradictoires. Alors, un dialogue contradictoire, ça peut se jouer à plusieurs niveaux. L'idée, c'est d'utiliser des informations contraires, contradictoires ou paradoxales. Par exemple, un personnage qui se contredit ou qui donne des informations contradictoires au cours d'une même conversation. Ou encore, un personnage qui dit une chose, mais qui pense ou fait une chose totalement en contradiction avec la première. La contradiction, elle peut donc avoir lieu entre deux informations qui ont été dites, entre une information dite et une autre qui est montrée, ou encore entre une information dite et une information qui est pensée. En gros, il y a toujours un décalage entre l'information qui a été dite et la seconde information. Et ces dialogues, ils poussent à se questionner sur les motivations, le comportement et les relations entre les personnages. Sixième outil, les dialogues virtuels. Alors les dialogues virtuels, ils sortent un petit peu du cadre du dialogue classique, mais c'est ce qui en fait l'originalité. L'idée en fait, c'est que les conversations se déroulent sur plusieurs canaux, de préférence en même temps. Par exemple, échanger des SMS, des messages privés sur les réseaux sociaux, utiliser des messageries instantanées ou encore des appels téléphoniques tout simplement. Au-delà de l'utilité classique du dialogue, ce qui est intéressant, c'est également de jouer sur le comportement derrière son écran ou son téléphone. Est-ce que ce comportement est en adéquation avec les paroles ? Est-ce que le personnage montre davantage de choses ? Est-ce que l'autre personnage capte ses hésitations, ses doutes, son souffle ? On joue sur la forme, c'est moderne, mais on peut aussi jouer sur les attitudes,
pour exprimer plus que ce qui est dit ou écrit. 7e outil, ce sont les dialogues à double sens. Un dialogue à double sens, c'est un dialogue qui met en avant la communication non verbale. On revient un petit peu à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que les personnages, ou un personnage en particulier, vont communiquer à la fois verbalement, par les paroles, et non verbalement, par les gestes, les expressions faciales. C'est le cas dans chaque dialogue, évidemment, mais ici, on va jouer réellement sur cet élément. C'est-à-dire que ça va devenir un élément central de ce dialogue pour créer une situation complexe. Donc en fait, on va renforcer ou contredire les paroles. Par exemple, un personnage pourrait dire « je vais bien » tout en détournant le regard et en croisant les bras, ce qui révèle en fait un malaise ou encore un mensonge. 8e outil, ce sont les dialogues subtils. Un dialogue subtil, c'est un dialogue qui emploie un autre niveau de communication. Par exemple, l'ironie, le sarcasme ou encore l'humour noir. Un personnage pourrait utiliser un langage ironique ou cynique pour dissimuler sa vulnérabilité ou sa tristesse. En fait, ce type de dialogue, ça permet de donner du peps à la conversation. Les répliques, elles sont souvent un peu plus rythmées, plus complexes, et on joue également sur l'émotion parce qu'on crée de l'intensité dans les échanges. Enfin, dernier outil, je ne pouvais pas terminer sans vous parler des incises et de la ponctuation. Quand on pense dialogue, on pense réplique, et on se concentre sur le fond. On a tendance à reléguer les incises et la ponctuation à la vérification de la forme, comme si c'était secondaire. Mais c'est un tort parce que les incises et la ponctuation sont des outils indispensables pour jouer sur l'émotion, sur les réactions et sur la dynamique des répliques. Par exemple, utiliser des points de suspension pour créer du suspense, un point d'exclamation pour marquer l'émotion, des dialogues sans incises pour accélérer le rythme de la conversation. Donc jouer sur les incises et la ponctuation, c'est très intéressant, ça complexifie le dialogue et ça permet aussi d'ouvrir de nouvelles portes, de jouer sur l'émotion, sur l'intensité, sur le rythme, sur la profondeur. Donc il ne faut pas les reléguer au second plan en se disant c'est de la correction, on va juste vérifier qu'en termes de ponctuation, typographie, etc. je suis dans les clous. Non, il faut s'en servir comme un outil dans le dialogue pour écrire le fond de ces dialogues, pour transmettre l'information et pour transmettre l'émotion. Voilà pour les 9 outils que vous pouvez utiliser pour faire passer vos dialogues au niveau supérieur. J'espère qu'ils vous seront utiles. N'oubliez pas que les formations de rêve d'auteur sont en promotion jusqu'au 23 mai. D'ailleurs, je propose une formation sur les dialogues. Le lien est dans les notes de l'épisode et nous on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode d'écriture. Bye!